Alors, on aura un panel d'une heure de temps à peu près qui est intitulé « Défis et contraintes pour la réussite des PPP ». Il sera modéré par Sislim Zral, voilà, qui est là, Sislim Zral. Sislim Zral est un industriel de notoriété donc, connu en Tunisie. Il est également membre de l'instance générale de partenariat de public-privé. Il est membre de l'Institut arabe des chefs d'entreprise, plusieurs casquettes à l'actif de Sislim, qu'on peut applaudir en même titre que tous ces autres panélistes pour ce très beau panel qui vous sera présenté, chers messieurs, dames. Alors, Sislim, à vous la parole, d'abord pour nous présenter les panélistes. Ensuite, au terme de ce panel, on essaiera d'interagir avec la salle avec une séquence de questions-réponses pour éventuellement donc s'enquérir de quelques informations que ce soit. À vous la parole. Merci. Merci Anis et bienvenue à tous. Alors je vais vous présenter nos panélistes dans l'ordre où ils interviendront. Le panel sera donné essentiellement en français et en anglais, donc prévoyez de la traduction simultanée si vous avez besoin de l'une ou l'autre langue. Donc je commence par Monsieur Mike Salaou, que vous voyez au fond, et qui est directeur des infrastructures et du développement urbain à la Banque africaine de développement. Il a commencé sa carrière à la Société Générale dans la banque d'investissement. Plus de 20 ans d'expérience dans le développement d'infrastructures en public et privé, avec une bonne connaissance du continent africain et de l'Afrique du Nord en particulier. Nous passerons ensuite la parole à Madame Nejia Gharbi, qui est deuxième sur ma droite. Madame Gharbi est actuellement la directrice générale de la Caisse de dépôt et consignation en Tunisie et préside le conseil d'administration de la BNA, qui est la première banque publique en Tunisie. Elle a une expérience de direction de banque, elle a été avant cela aussi présidente du conseil de la STB en Tunisie, une trentaine d'années d'expérience dans les relations publiques-privées et ayant fait le cycle supérieur de l'ENA en Tunisie. Par la suite, Madame Adel Paris, que vous voyez à côté de Monsieur Salaou, qui est Senior Investment Officer de la SFI, Société Financière Internationale, groupe Banque Mondiale, qui est dans le département de Transaction Advisory. Elle aussi est une ancienne de la Société Générale et une expérience de plus de 17 ans dans tout ce qui est Project Finance. Elle a rejoint l'AFC ou la SFI en 2011 avec une base à Delhi pour dans l'équipe Asie du Sud. Elle a ensuite rejoint Belgrade en Serbie pour l'Europe et l'Asie centrale en 2014. Et en 2020, depuis 2020, elle est basée au Maroc. Elle a un Master of Science de la London School of Economics et un magistère en finance de l'Université Paris-Dauphine. Nous passerons ensuite à M. Ayoub Vural Aydin, qui nous vient d'Istanbul. Alors, Ayoub a vraiment fait du just-in-time. Il vient d'arriver, il était au Koweït et il repart en Arabie, donc on est très content de l'avoir aussi. Il préside un centre d'excellence des PPP à Istanbul. Il préside aussi un centre de recherche sur les PPP et veille aux travaux de la WAP, donc l'Association mondiale des PPP, et nous y reviendrons avec M. Zied Hayek. Donc il représente la WAP pour la partie CAS. Une vingtaine d'années d'expérience dans les PPP, dans le public et dans le privé. Et actuellement, il conseille, en fait, il a travaillé, ou il travaille toujours dans plusieurs pays comme la Turquie, le Kyrgyzstan, la Mauritanie, l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, l'Ukraine, la Biélorussie. Il est spécialiste en structuration, modélisation et stratégie de procurement au niveau des thématiques de PPP.
Et il conseille aujourd'hui, il intervient comme consultant pour la Banque mondiale, l'AFC, la BIRD, la banque, l'ISDB, le ministère turc de l'Environnement, le ministère turc du Commerce et les ministères de l'économie, du plan ainsi que du travail et du développement social en Arabie Saoudite. Par la suite, la parole sera donnée à Monsieur François Bergère, qui est juste à ma droite, qui est le secrétaire général d'une association qui est l'Association des investisseurs à long terme en infrastructure et qui est le DG de Fast Infra Group. François a une longue expérience professionnelle dans le domaine de la gestion publique, du financement de projets et d'infrastructures, ayant travaillé en tant que conseiller maître à la Cour des comptes française, gestionnaire de fonds d'investissement multinationaux, et ainsi que ministère français des Finances. Donc il a rejoint ensuite la Banque mondiale en tant que directeur du programme PIAF, Public Private Investment Advisory Facility. Et nous passerons ensuite à M. Ziad Alexandre Hayek, que vous avez eu l'occasion d'écouter tout à l'heure lors d'un keynote speech. Il est le président de la World Association of PPP Units and Professionals. Il est le vice-président de la United Nations Economic Commission for Europe Working Party on PPPs. Plus de 40 ans d'expérience dans la banque d'investissement, la stratégie corporate, la technologie, les politiques publiques, les marchés émergents et les relations gouvernementales. Il a vécu en Afrique, en Europe, dans le Moyen-Orient, aux États-Unis, en Amérique latine. Il a été nominé pour être président de la Banque mondiale en 2019. Et avant cela, il a eu plusieurs fonctions, aussi bien dans des institutions publiques que privées. Et j'en cite quelques-unes. Managing Director de Bear Stearns, président d'Indosuez Mexico et Head of International Securitization à Citibank, vice-président à Salomon Brothers. Et ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est qu'il parle 11 langues. Donc, voilà, je donne donc la parole à Mike, sachant que nous avons eu une présentation de vos collègues tout à l'heure au niveau de la Banque africaine et notamment d'un framework qui a été posé par la Banque. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire plus et entre autres aussi en relation avec ce qu'avait dit Ziad tout à l'heure sur la volonté politique, est-ce que ce framework permettra d'améliorer cette volonté politique dans la mise en place de projets PPP? Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Encore une fois, merci à tous les collègues qui sont ici présents sur le panel, ainsi qu'aux chers participants pour ce séminaire. Je pense que beaucoup a été dit, notamment par le ministre de l'économie, Ziad lui-même, et le DG de la banque, qui ont eu tous à intervenir, et l'IGPP et la CDC, sur la problématique des PPP. Sur la question que vous me posez, savoir comment la banque adresse cette question de volonté politique pour l'éclosion de projets PPP en Afrique, je pense que c'est vraiment au cœur même de ce nouveau cadre de PPP de la banque. La banque s'est rendue compte, après beaucoup d'années d'intervention dans le cadre de PPP, que seule la volonté politique et le sens de direction à donner par le gouvernement pour financer des projets d'infrastructures qui sont des projets à long terme, très coûteux, en associant le secteur privé est vraiment capital. Raison pour laquelle nous avons mis en place ce cadre de PPP qui, en son pilier 1, mon collègue Eco l'a présenté, vraiment pose la problématique de l'engagement vraiment au plus haut niveau de nos dirigeants. Vous le savez comme moi, l'Afrique a un besoin en financement qui est énorme. On fait à peu près 100 milliards d'investissements dans le domaine des infrastructures par an. Ça, c'est avant le Covid. Ça a baissé maintenant. Et donc, il y a un gap de financement énorme que nous avons évalué entre 120 et 170 milliards de dollars par an. Le financement public, clairement, ne peut pas le faire. Le financement privé doit venir non seulement en rescousse, mais en priorité pour pouvoir mobiliser le financement et le savoir-faire du secteur privé. Alors, ça déjà, je pense que le gouvernement le savent, mais comment faire pour mobiliser ce secteur privé? Nous, on s'est rendu compte que le cadre légal existe dans beaucoup de pays,
TPP sont formés, mais c'est cette volonté qui manque. Qu'est-ce qu'on fait? On a, au sein de la Banque africaine de développement, on a la chance d'avoir et le secteur public et le secteur privé dans la même banque. Ça, c'est un élément capital pour mener un dialogue consistant sur les bonnes politiques à adopter et également sur le dialogue PPP dans le pays. Et donc, ce qu'on fait, c'est que dans le cadre de nos préparations de stratégie pays, on fait un diagnostic déjà pour vraiment mettre l'accent sur les problématiques du secteur et on relève la question du dialogue entre partenariat public et privé. Ça, c'est capital. Et donc, on a cette opportunité d'agir au plus haut niveau pour pouvoir mener ce dialogue-là qui a mené à l'éclosion de certains projets qu'on voit, mais il faut aller beaucoup plus loin en vraiment désignant des champions au niveau national pour pouvoir mener à bien cette politique des PPP. Donc, il faut des champions et il faut également donner un mandat assez politique ou des champions de vraiment mener de bout en bout ces projets ou des programmes de PPP en leur donnant vraiment la clé de ce qu'il faut pour pouvoir faire ces projets de PPP. Alors, ceci m'amène à dire également qu'au sein de la Banque africaine de développement, outre la question du dialogue au niveau vraiment macro, nous avons également des instruments qui nous aident à épauler et à vraiment soutenir ces politiques pour pouvoir mener à bien ce dialogue public-privé pour lancer le projet PPP. Donc c'est comme ça que nous avons lancé notre cadre pour mettre l'accent sur ce volet à travers le pilier 1 et qui aussi se matérialise avec toutes les réformes que la banque finance qui visent à maximiser la participation du secteur privé dans les projets PPP et surtout à maximiser ce qu'on appelle le financement pour le développement à travers le secteur privé et le secteur public. Et donc, nous à la banque, on met un accent particulier sur ce point et raison pour laquelle nous sommes totalement engagés au niveau des gouvernements pour faciliter ce dialogue-là. Alors, je vais juste rajouter qu'il y a aussi, Eco l'a mentionné, on est en train de créer un fonds d'assistance de préparation de projets qui, on le sait très bien, reste un élément d'un goulot d'étranglement, de blocage des PPP. Un projet PPP n'est pas un projet classique. Déjà, même un projet classique demande beaucoup d'efforts, mais encore plus pour un projet de PPP. Or, ces questions relèvent aussi de la souveraineté, et donc il va falloir que les pays puissent eux-mêmes mettre en place aussi des facilités de préparation de projet. On l'a dit ici aujourd'hui, ce matin, que les gouvernements voient un peu le PPP comme un instrument de financement complémentaire. Oui, mais pour vraiment changer le jeu, il va falloir que ça devienne un instrument de financement prioritaire pour que le pays, en priorité, dise voilà, un projet doit être financé par le secteur, enfin par le secteur privé, en PPP, et si ce n'est pas possible, ben là, on va recourir au financement classé. Voilà un peu ce que je peux dire d'emblée, pour dire que la question du secteur public et surtout de la volonté politique reste capitale. Et nous sommes tous ici présents, confrontés à cela au jour le jour, et la banque vraiment mène ce dialogue assez continu pour pouvoir débloquer vraiment cette situation. Voilà ce que je peux te dire. Merci Mike, on reviendra à vous tout à l'heure, mais je voudrais faire réagir Nejia sur le sujet. D'abord, ce que vous venez de dire par rapport à ces choix en termes d'allocation de projet. Est-ce qu'on le fait en PPP? Est-ce qu'on le fait, je dirais, par le financement public? Et peut-être que vous pourrez nous parler de votre expérience en Tunisie, des projets dans lesquels la CDC est impliquée et éventuellement des contraintes institutionnelles ou autres que vous auriez pu rencontrer. Merci Slim donc, pour cette introduction et surtout d'avoir pensé donc, à parler un peu de l'implication des caisses de dépôt dans les projets en PPP. Tout d'abord, je veux, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas le modèle de caisse, parler un peu de quoi une caisse de dépôt et quel est le modèle qu'elle choisit pour se développer. Tout d'abord, donc, les caisses de dépôt, la plus ancienne, c'est la caisse de dépôt française qui a été créée en 1816. Après, il y a eu la caisse italienne, la CDP italienne en 1860.
La caisse marocaine est venue en 1959. Juste après, donc, il y a eu un petit retard dans les créations de caisses jusqu'à 2006 où il y a eu la création de la caisse sénégalaise. 2010, on a eu la création de 2 caisses, donc la caisse du Gabon et la caisse du Niger, et la caisse du Gabon et la caisse mauritanienne en 2010. 2011, la création de la caisse tunisienne. 2016, la création de la caisse du Niger et du Bénin, donc 2 caisses créées la même année. Ensuite, la caisse du Côte d'Ivoire en 2018 et récemment, la création de la caisse camerounaise. C'est quoi une caisse de dépôt? En fait, généralement, nous sommes des institutions publiques, mais nous sommes émanation du public, mais les caisses de dépôt ont une personnalité juridique propre et ils ont l'autonomie financière. Le rôle des caisses de dépôt, c'est de sécuriser des ressources, les fructifier et surtout les investir dans des projets viables de long terme. Donc, les ressources, tout dépend de la caisse, quand est-ce qu'elle a été créée et le contexte du pays où elle a été créée. C'est généralement des dépôts de consignation, des cautionnements divers, des excédents de fonds de retraite, donc toute nature de dépôts ou de ressources de long terme. Les caisses de dépôt, donc, leur rôle, c'est surtout de fructifier ces ressources dans des projets sur le long terme. Et c'est pour cette raison que nous sommes impliqués dans les projets d'infrastructure et les projets en PPP. C'est quoi la raison? La raison, c'est que le fait qu'une caisse de dépôt est par destination, elle est là pour servir l'intérêt public. Et généralement, les projets en PPP, c'est des projets pour donner un service public avec un modèle où il y a l'implication du privé et du public. Et c'est dans ce cadre qu'on est impliqué. Pour la caisse tunisienne, donc, de par le décret-loi de création, nous sommes censés donc, intervenir sur 3 niveaux. Donc, le financement dans les projets d'investissement, le soutien des PME et la dynamisation du marché financier. Donc nous essayons de travailler sur les 3 axes qui nous ont été confiés par le législateur, mais aussi d'aller plus loin pour prioriser certains axes d'intervention de la caisse de dépôt tunisienne. Les caisses de dépôt sont généralement connues par être le tiers de confiance qui représente le public sans pour autant opérer comme un public. Donc on opère généralement avec du privé. Actuellement, donc, nous sommes présents dans des projets donc, de PPP institutionnels, donc, où on est dans des sociétés mixtes avec des partenaires privés pour développer surtout les technopoles. Donc on est présent sur 6 technopoles. Actuellement, nous travaillons sur la création de deux autres technopoles, dont une qu'on a voulu lancer en mode public-privé dès le départ. Donc on est en phase de l'étude. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que le mode privilégié de notre intervention, c'est le mode PPP. Après, comment on va intervenir? Chaque caisse doit focaliser sur certains axes prioritaires. Nous travaillons beaucoup, surtout sur les projets on va dire d'accompagnement des transitions majeures du pays, qui sont la transition numérique et la transition écologique. Donc, c'est les axes prioritaires pour la Caisse de dépôt et consignation. Nous pouvons être impliqués au départ pour le sourcing du projet, pour soutenir aussi
l'effort de l'instance générale des PPP qu'elle est en train de faire pour initier les projets. Et l'amorçage des projets, pour nous, c'est important parce que ça permet de créer ce vivier de projets qu'on peut nous-mêmes, par la suite, financer directement. Donc, un soutien, donc on va dire, au préalable. Mais l'objectif, c'est d'aller vers la création des SPV et la participation dans ces SPV pour sécuriser le projet, mais c'est surtout pour être le tiers de confiance qui rassure la partie privée dans la réalisation du projet que la partie publique tunisienne peut initier. Merci Nejia. On reviendra peut-être tout à l'heure pour que vous nous en disiez plus sur les difficultés et les challenges rencontrés. Entre-temps, on va essayer d'élargir un petit peu en demandant à Adèle de nous dire ce qu'elle a pu voir en termes de disparité régionale et ce que fait l'AFC aujourd'hui peut-être pour une implantation à succès des PPP en Afrique. Quelles pourraient être les actions ou les recommandations dans ce sens? Merci. Bonjour à tous. Good morning to everyone. Je vais prendre cette intervention en français. D'abord, merci beaucoup pour votre présence. C'est un vrai plaisir de voir dans la salle des représentants des différentes institutions de la région. Je pense que c'est une excellente initiative de mettre en commun les expériences réussies et les leçons des expériences peut-être un petit peu moins réussies. Et c'est un des points justement que je voudrais mentionner dans cette intervention. Alors, peut-être pour commencer, j'ai plusieurs sujets que je voulais aborder avec vous, des messages importants qui me semblent utiles. Peut-être pour lancer le débat, je vous inviterai aussi, s'il vous plaît, n'hésitez pas à poser vos questions par la suite. J'ai 3-4 points que j'aurais voulu mentionner. D'abord un petit peu sur le PPP, qu'est-ce que c'est finalement, quels sont les critères de succès qu'on a vus de par notre expérience internationale et locale aussi. Quelques points de bancabilité et puis le rôle des DFI dans cet agenda. Donc simplement, nos collègues de là-bas l'ont expliqué dans un slide il y a quelques minutes. Ils ont présenté le panel classique de l'instrument PPP, le BOT, le DBO, etc. Nous sommes tous des praticiens, donc je pense qu'il n'y a pas de surprise ici. Le point que je souhaiterais mentionner, c'est que même si l'outil PPP est standardisé d'une certaine façon, il me semble très important qu'il soit adapté aux circonstances locales. Et je pense que ça, c'est un des facteurs de succès aussi très très important qu'on n'a peut-être pas encore mentionné, mais qui, moi, me paraît primordial. C'est l'importance d'adapter à la situation économique du pays, au projet lui-même, à son profil de risque, à la culture du pays. Et là, ça m'amène un petit peu, si vous voulez, à parler des programmes réussis et des opportunités pour les pays qui sont représentés ici aujourd'hui. Dans des programmes réussis, on va sans doute en parler. On en voit par exemple en Turquie, il y a un programme dans la santé, par exemple, qui est très très intéressant à mentionner. Sur le continent africain, l'Afrique du Sud a aussi un programme PPP très intéressant qu'on pourrait aussi évoquer. Mais tous ces pays ont, si vous voulez, dans leur déploiement de l'outil et de l'instrument, ont su l'adapter aux spécificités du pays. Et ont su l'adapter au début, pour les premiers projets, mais aussi dans les différentes phases de réalisation du programme PPP. On a commencé par un projet, 2 projets, on a fait un petit peu des erreurs, on les a corrigées, et puis le 4e, le 5e, le 10e sont devenus bien meilleurs, et ça permet aussi, la plupart de ces pays, typiquement l'Afrique du Sud, à commencer par quelques projets, et aujourd'hui utilise le PPP dans plusieurs secteurs. Si vous voulez, la value for money, ce qu'on appelle donc le prix, s'améliore au fur et à mesure, et le niveau d'engagement du secteur public
s'améliore également. Donc, ce qui est important pour moi, le message ici à faire passer, c'est de dire qu'il faut adapter, il faut prendre cette habitude d'adapter l'outil PPP aux circonstances précises. Quelles sont les opportunités que je vois, moi, dans la région ici? On a parlé de la priorité et des agendas du changement climatique. Moi, il me semble que c'est intéressant de voir dans quelle mesure l'outil PPP peut accompagner les pays de la sous-région à faire face justement au changement climatique. Alors, on parle de programmes de dessalement en Égypte, au Maroc, aussi dans d'autres pays de la sous-région. On voit que l'instrument va donc devenir un outil pour répondre à ces enjeux qui sont vraiment des enjeux d'aujourd'hui. C'est un outil qu'on pourrait aussi utiliser dans le secteur social, la santé, l'éducation. Alors pourquoi, vous allez me dire, parce que là c'est quand même, il y a un vrai enjeu, là, on va faire rentrer le secteur privé dans des secteurs sociaux, politiquement ça pourrait être dangereux. Alors il y a plusieurs façons de faire à nouveau, il faut s'adapter. On a vu dans beaucoup de pays, par exemple l'Angleterre, utiliser le PFI pour faire introduire le secteur privé dans l'infrastructure et s'assurer que le service public continue d'être assuré par l'État et les services publics. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça permet aux autorités de rediriger leurs activités, leur cœur de métier vers la délivrance du service de santé, le soin aux patients, l'éducation, et pas se préoccuper de savoir s'il faut changer une ampoule ou repeindre ou planter des arbres dans la cour de l'école. Et donc il y a un vrai, je pense qu'il y a une vraie opportunité, mais maintenant c'est pas la solution miracle. Je reprends l'exemple de l'Angleterre qui a utilisé le PFI pendant très longtemps. Même au moment où c'était un instrument qui était utilisé à grande échelle, ça représentait toujours quand même que 15 à 20% des investissements publics dans l'infrastructure. Donc c'est pas 100%. Donc c'est un des outils qu'il faut pouvoir utiliser et manipuler et qui me semble très utile, très intéressant pour les enjeux de la sous-région. Encore quelques points par rapport à des messages importants que je voulais vous communiquer lors de cette intervention et dans le cadre de ce forum. Les clés de la réussite, on en a déjà parlé, donc je vais simplement peut-être répéter ce qui a déjà été dit, mais qui est basé sur une expérience assez internationale et très longue. On a parlé du besoin de volonté politique forte. Je pense qu'une autre dimension que je voudrais ajouter à la volonté politique, c'est la vision d'un partenariat PPP comme une solution win-win. Et ça doit vraiment être basé sur une relation de confiance entre le partenaire public et le partenaire privé. Alors bien entendu, c'est pas facile d'accorder sa confiance. Et donc je pense que c'est un point très très intéressant à creuser, à étudier. Il y a plusieurs façons d'y arriver, mais je pense que la volonté politique forte vient du besoin de comprendre et d'avoir confiance. Et ça, c'est quelque chose qui s'acquiert, c'est pas quelque chose qui va arriver du jour au lendemain. Ça demande beaucoup de travail de formation, on en a déjà parlé, j'ai des confrères ici qui travaillent beaucoup sur la formation, la prise d'expérience, ça passe aussi par des projets pilotes, il faut essayer. Les programmes PPP réussis ont commencé par 1 ou 2 PPP, des projets faciles, ils ne sont jamais très faciles, mais des projets plutôt faciles, et qui ont pu être réalisés, testés, démontrés, que ça fonctionne. Je voudrais insister sur l'importance d'avoir une équipe de développement qui possède la bonne expertise. Vous êtes là tous autour de la salle pour démontrer que les autorités mettent les ressources nécessaires pour réaliser des projets, mais ça reste un point problématique dans le développement du PPP dans la région, et d'ailleurs dans le monde entier. C'est le besoin de s'équiper et de s'entourer. Ça fait plus de 20 ans que la SFI a une équipe de conseil de préparation de projet, donc c'est pas anodin. Aussi, pour l'anecdote, si vous voulez, des pays tels que l'Australie, le Canada, l'Angleterre qui utilisent le PPP très régulièrement, s'entourent toujours systématiquement de cabinets d'experts conseils juridiques, techniques,
financiers, assurances, ce dont ils ont besoin en fonction des projets, mais toujours au jour d'aujourd'hui, après 20 ans de pratique de l'instrument. Donc c'est vraiment très très important. Je pense que ce qui est aussi absolument fondamental, c'est la recherche d'un accord équitable entre les deux parties. Adèle, je vous propose qu'on simplement, y revienne. Oui. Voilà, je ne veux pas monopoliser la parole. Le dernier point, si vous le permettez, pour conclure, je reprendrai un petit peu peut-être plus tard sur les bancabilités. Simplement, le dernier point, peut-être pour faire écho aussi aux collègues de la BAD, le rôle des DFI, on l'a déjà mentionné, c'est de mobiliser, c'est de faire du leverage. Donc le nouveau président de la Banque mondiale, dans ses premiers discours, mentionne de façon très volontariste qu'il souhaite vraiment passer un facteur multiplicateur de mobilisation de 1 à 10 très très rapidement. Et aujourd'hui, on est à 1 pour 1 et quelques. Voilà. Donc simplement pour mentionner le rôle des DFI dans ce schéma. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Et effectivement, ça rejoint quelque chose que l'on a entendu tout à l'heure de la part de Ziad et qui a été repris par d'autres, qui est cet effet où, finalement, en apportant plus de la sécurisation, les DFIs pourraient obtenir un effet de levier sans doute plus important. Alors, I would like to ask Ayub, as Adèle has already mentioned the very successful experiences that you have in Turkey, and if you can tell us a little more about what the Center of Excellence for PPPs is doing and how the region could benefit from your experience, actually. Thank you. Thank you, moderator. Actually, it's a great pleasure for me to be here, and I would like to thank African Development Group and the PPP unit of Tunisia inviting me here. It's really very exciting and amazing participant attendees. Actually, I will not start with Turkish experience because one of my colleagues from PPP unit of Tunisia reminded me in the morning when we started in Istanbul PPP Center of Excellence together in PPP Week, we find the motto. It's not learning by doing, but it's learning by sharing. So maybe the first parameters of successful for PPP project is sharing of knowledge. Yes, in PPP community, maybe we are not doing rocket science. It's not rocket science, but at least it's a science. So we need a knowledge. So for a successful PPP projects, as Adel mentioned, we should use a global, international experiences as knowledge, but at local level. So this is very important to understand the separation of what PPP needs and how PPP can realize in our countries. I would like to, and as PPP experts, we like to speak with abbreviations, and I would like to summarize a small abbreviation, and I am calling which 4N, not 3P, but 4N. It's starting with the needs. Now, you know, globally, the needs are increasing. And unfortunately, for developing countries, now international community and the developed countries are pushing very hard because of the sustainability issues, climate change, global warming, CO2 emissions, and those new themes and topics are pushing developing countries to consideration for major and successful PPP projects, which is not easy. But again, as Adel mentioned from the UK experiences, now, the second N is the now still the governments are using the traditional procurement models rather than the PPPs because it's more easy, it's not sophisticated, it's not complex, and it's easy to use, to prefer, to choose rather a PPP options. But still in the world, 5 to 15% only the private finance and the PPP is a part of public investment, which is not quite enough to achieve SDGs and successful PPP project for planet and people. The third one is new trends, as many of you
very well. Green, resilient, sustainable, climate change, those topics, SDGs, ECG, SDG goals, those are very new for us, for the developing countries, but really very important for planet and people. But the most important is it's very important for the financial market and the debt provider. I would like to open a new slot here. Maybe 10 years ago, for developing countries, a successful PPP, achieving a successful PPP project just needs the internal mentality. But now also the external push and external reasons are pushing for a successful projects. You cannot close your eyes and you cannot your doors and I will work on a PPP project internally. You cannot do it because the financial market now are seeking new teams, new trends, and you should make a successful PPP, at least if your infrastructure will touch or will bring a positive effects on sustainability, green, resilient, SDG, and CO2 emissions. The third one and the last one is the next. What is next? Next is easy actually. It's the 17 goal of SDGs. It's a partnership. So we should focus on partnerships, but not just on the private finance, but also the private skills. How we can use private skills for our public procurement and public service. I'd like to mention some important lessons learned from Turkish experience as developing countries which is trying to use more and more private finance for infrastructure needs. The first one is, as we know very well, the intention of the politics and the decision makers. But unfortunately, intention is not enough to realize PPP projects. Actually needs a belief. The decision makers should believe in the process, the project development process. Yeah, I have an intention, but I will not support the bureaucracy, the officials, and the process. So it's not enough. So the intention will not be enough itself. The second one is the mentally, physically, and theoretically believe in the official levels. So we need some practical, theoretical, project-oriented training, capacity building training on our level. In 2010, when the Turkish government started PPP projects, now I would like to give a number. Now Turkish government 10 years reached $100 billion, 262 PPP projects in 10 years, which was not easy. But when it started in 2009, the government knocked the door for UK and please come and train us. So we would like the PPP projects. How we can do, we don't know. But what happened after 3 years, the government understand they need a local experience and internal knowledge of PPP projects, how to manage it. Because the advisor cannot make transactions. They can show the way, but the real winner of the PPP successful projects are the local experts. So in our countries, I think we should focus on it. And the third one is, which is very important, and we, as an NGO chairman from Turkey, I think Slim wrote me, but I was at the plane and I couldn't reply your email, but he asked me as an NGO how you can be a mediator between a private sector and the public sector, which is so important because the SDGs, the sustainability issues, the partnership issues, it's very important to involve different stakeholders to the process. It's mostly civil society, most of the people. And I'm not talking the government, not try to convince the people, not try to convince the opposition, not try to convince the other side, but sharing the knowledge, informing them. So because the government decide infrastructure projects, they would like to develop those projects for people, but if you don't inform the people, civil society, stakeholder engagement, believe me, after 5 years, they start to discuss about the negative ways of the projects. So the stakeholder engagement is very important, what we learn from Turkish experience.
I have some points, some insights, Slim, but I think second round I will leave them. Thank you, Ayub. So we'll go on actually to François. Je voulais vous poser la question suivante parce que l'association que vous représentez aujourd'hui dispose d'actifs en dizaines de trillions de dollars, quelques centaines de milliards, investis dans des actifs d'infrastructure. Et très peu de cela est en Afrique. Et en fait, il y a peut-être une... Que faudrait-il faire que faudrait-il que les gouvernements africains, que les pays africains fassent pour être plus attractifs à ce capital? Ou alors, que faudrait-il aussi qu'ils fassent pour pouvoir mieux lever du capital local, privé? Merci Selim. Et oui, donc aujourd'hui, bonjour à tous tout d'abord, je suis là plutôt pour représenter le secteur privé, ces fameux investisseurs privés dont on attend beaucoup pour résoudre l'équation du développement durable, du changement climatique. Alors ces investisseurs privés, qui sont-ils ? C'est ce qu'on appelle des investisseurs institutionnels et nous en regroupons un certain nombre dans notre association. Ce sont typiquement des sociétés d'assurance vie, des fonds de pension, des caisses de retraite, des fondations privées, des family office ou des wealth management office qui gèrent de l'argent pour le compte de leurs cotisants, de leurs sociétaires, de futurs pensionnés. Pas très différent au fond de ce que fait une caisse des dépôts, sauf que ce ne sont pas des institutions d'État, mais des institutions qu'on pourrait qualifier d'intérêt général. Et c'est quelque chose qu'il faut probablement garder en tête quand on parle de transfert au privé ou de quasi-privatisation. En fait, l'argent, c'est l'argent des gens comme vous et moi, des gens qui ont cotisé ou qui cotisent pour se constituer un pécule pour leur retraite. Et c'est cet argent qui va être investi dans des infrastructures. Alors, de l'argent, il y en a. Au niveau mondial, on considère que les actifs sous gestion, comme on dit, représentent plus de 100 000 milliards de dollars. Probablement un peu plus si on rajoute les actifs d'acteurs publics comme les fonds souverains ou les fonds stratégiques. Donc 100 000 milliards de dollars, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est autant ou plus que le PIB mondial consolidé. Donc il y a de quoi faire sur le papier. Malheureusement, il y a une très petite partie qui est investie dans les infrastructures, probablement autour de 1 à 1,5% seulement. Et je parle là des infrastructures, des projets, pas investis dans les actions de compagnies de BTP. Et une partie encore plus faible qui va vers les infrastructures dans les pays émergents ou en développement. Je ne vais pas vous bombarder de chiffres, mais juste 2 ou 3 indicateurs là-dessus. La Banque mondiale sort chaque année un rapport qui s'appelle PPI, participation privée dans l'infrastructure. L'an dernier, il y a eu autour de 90 milliards de dollars qui sont allés de ces investisseurs vers les pays émergents ou en développement. Ça représente grosso modo 0,25% de leur PIB. Quand on regarde la situation au plan régional, pour l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, on est encore en dessous. On parle de 2 milliards, 0,13%, donc c'est presque l'épaisseur du trait. On est très très loin des objectifs ou des besoins que ces pays ont pour effectivement atteindre ces objectifs qui sont à la fois d'intérêt national et global. Alors pourquoi ? D'abord, je dirais, ces investisseurs institutionnels, il faut qu'ils se familiarisent et qu'ils comprennent mieux l'infrastructure. Quand on est une compagnie d'assurance ou un fonds de retraite, on n'a pas forcément toutes les compétences requises pour analyser, structurer, financer des projets. Alors ça tombe bien, depuis une quinzaine, vingtaine d'années maintenant, il y a une industrie qui s'est développée, qu'on appelle des fonds d'investissement spécialisés en infrastructure, d'abord sur le segment du capital, de plus en plus maintenant sur le segment de la dette, et qui, eux, ont les compétences techniques, l'expertise, les spécialistes pour identifier, structurer, financer, gérer des actifs en matière d'infrastructure. Alors c'est
au passage la deuxième population qu'on regroupe dans notre association. On a à la fois les institutionnels, ceux qui ont des poches profondes et beaucoup d'argent qui doivent investir à long terme, et puis les spécialistes de l'infrastructure qui, eux, ont la connaissance du secteur, des pays, des montages juridico-financiers. Donc, ces fonds d'infrastructure, c'est une des catégories d'acteurs financiers qui s'est développée le plus vite ces 15 ou 20 dernières années, en partie parce que beaucoup de banques se sont un peu retirées du marché. Ziad l'évoquait ce matin, la régulation bancaire, BAL 3, le Financial Stability Board, ont fait qu'un certain nombre de banques ont considéré que l'enjeu et les ratios prudentiels qui leur étaient imposés n'en valaient plus la chandelle. Donc ces fonds, eux, ont un peu occupé cet espace. Ils ont levé beaucoup d'argent. On parle là aussi de 100-150 milliards de dollars levés chaque année, au point que beaucoup de ces fonds sont assis sur des montants considérables d'argent. Alors on appelle ça dans notre jargon du dry powder, de la poudre sèche, de l'argent qui est disponible, qui a été commité par leurs investisseurs et qui ne trouvent pas à s'investir dans les bons projets d'infrastructure. J'attire votre attention là-dessus parce qu'on parle toujours de l'infrastructure gap, du fossé d'investissement, le décalage entre les besoins d'investissement des pays et la capacité à financer par les différents acteurs du financement à long terme. Mais il y a aussi une infrastructure gap de l'autre côté, entre ce que un certain nombre d'investisseurs privés seraient prêts à mettre en œuvre, et puis la réalité des pipelines bancables ou investissables, lorsqu'il s'agit d'investissements au capital, auxquels ils ont accès et qui seraient éligibles en fonction de leur politique d'investissement ou de leur ratio à un investissement. Donc c'est cette difficulté, il faut arriver à réduire un peu les deux gaps en même temps. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a des choses que peuvent faire les investisseurs privés de leur côté, il y en a d'autres qui dépendent plus de l'action des pouvoirs publics, des multilatéraux, des institutions de financement du développement, voire des régulateurs. Dans certains cas, on l'a évoqué pour les banques, ce serait aussi valable pour les régulateurs en matière d'assurance, par exemple, qui imposent là aussi des ratios un peu pénalisants aux assurances ou aux fonds de pension qui veulent investir à long terme dans des produits peu liquides comme l'infrastructure. Donc, pour revenir à ce que peuvent faire les investisseurs, il y a d'abord mieux comprendre les enjeux et la réalité des risques dans ces pays émergents. On en revient toujours à cette notion de risque, qui est une notion centrale en matière de PPP. Il y a probablement, en tout cas du côté des investisseurs étrangers, donc si on parle de l'investissement direct étranger dans les infrastructures, ce qu'on pourrait qualifier de biais cognitif, pour reprendre un terme tiré de la psychologie, c'est-à-dire qu'on a le sentiment que le risque est plus élevé ailleurs que dans son marché domestique, et notamment plus élevé dans les pays émergents ou en voie de développement, parce que on entend parler de problèmes politiques, économiques, sociaux, et vu de loin, ça a l'air toujours un peu plus préoccupant que quand on est soi-même acteur dans son marché domestique. J'avoue que les ratings, les notations par les agences n'aident pas. Il y a probablement un décalage entre la réalité du risque pour bon nombre de ces projets, et je pense notamment aux projets qui bénéficient d'une structuration ou d'un cofinancement par des banques multilatérales ou par des institutions financières de développement qui ne connaissent pas de taux de défaut supérieur significativement en Afrique ou dans les pays émergents à ce qu'il est dans d'autres pays développés. Donc là, il y a vraiment je dirais, un problème d'appréhension du réel et de capacité à voir au-delà d'une perception un peu superficielle ou alimentée par des notations générales et qui ne prend pas en compte la réalité, la solidité du montage, de la structuration des projets, au-delà de cette perception un peu générale du risque pays. Il y a les aspects régulation, on l'a évoqué. Il y a l'aspect données.
sur le marché qui pourraient être améliorées. Là encore, la transparence, la dissémination des données sur les pipelines, évidemment, la capacité à afficher, à renouveler, à mettre à jour des pipelines de façon ouverte, disponible à tout le monde. Là-dessus, moi, je fonde beaucoup d'espoir sur la digitalisation, la capacité à mettre à disposition de l'ensemble des acteurs et assurer au passage la transparence et la gouvernance, qui sont des dimensions essentielles pour nos investisseurs privés, au travers de plateformes digitales, collaboratives, qui vont permettre de savoir qui fait quoi, où en est un projet, à quel stade d'avancement, quelles sont les décisions à prendre et comment l'intervention du privé est attendue ou espérée par l'acteur ou l'autorité contractuelle adjudicatrice publique. Alors peut-être juste encore 2 ou 3 notions très, très rapides. D'abord, je voudrais vous rappeler que les investisseurs privés, ils ont le choix. Ils ont le choix d'investir où ils veulent. Ce sont des acteurs qui ont des stratégies globales. Ils investissent dans différents secteurs, pas seulement dans l'infrastructure. Ils investissent dans différents pays ou marchés. Donc, si on veut attirer durablement des flux d'investissement dans son pays, dans le secteur des infrastructures, il faut être bon, je dirais presque un peu meilleur que les autres, pour effectivement sécuriser ces flux d'investissement. D'autant que ces flux, ils sont assez volatiles. Quand on regarde encore une fois ce rapport PPI, on voit que ça varie beaucoup d'une année sur l'autre en termes de pays, même si on retrouve souvent les 4 ou 5 grands marchés émergents en termes de secteur, parce qu'encore une fois, ils ont le choix. Ils peuvent décider d'investir en Tunisie aujourd'hui et puis demain d'aller ailleurs. Donc il faut être du côté des autorités publiques, cohérent, avoir une politique dans la durée, s'inscrire dans la longue durée, qui est d'ailleurs inhérente au financement long terme d'infrastructures. Ça suppose aussi d'avoir la gouvernance, on l'évoquait, la transparence, la règle de la loi. Alors, la loi, le cadre législatif ou réglementaire, c'est important, bien sûr, ça ne suffit pas. On a parfois tendance, et je l'ai souvent vu d'ailleurs dans les pays, j'allais dire, qui ont un peu été exposés à l'influence juridique ou culturelle française, on a un peu tendance à faire du fétichisme juridique, je m'excuse auprès des avocats, à considérer qu'à partir du moment où on a une belle loi, un beau cadre réglementaire, voilà, les investisseurs ils vont venir tout seuls, ils vont venir frapper à la porte en procession. Malheureusement, ça ne suffit pas. Il faut aussi avoir une doctrine d'emploi et la faire connaître. Où est-ce qu'on attend des investissements dans les PPP, dans quel secteur, à quel niveau, à partir de quel investissement, sur quel type de priorité, est-ce qu'on accepte des initiatives privées spontanées ou pas, ce genre de choses. Il faut que ça soit dit, énoncé clairement et communiqué aux investisseurs pour qu'ils puissent s'organiser en conséquence. Et puis, il faut aussi s'appuyer sur le secteur public. Alors, on l'a dit, on le redit, je le répète, dans partenariat public-privé, il y a les deux, la dimension publique et privée. L'investissement privé chimiquement pur, c'est-à-dire des projets qui sont financés à 100% par le privé, dans les pays émergents ou en développement, c'est rare. C'est rare parce que, en règle générale, on va avoir besoin effectivement d'un investisseur public de long terme, de type Caisse des dépôts, ou Agence nationale d'investissement, fonds stratégiques, banque publique de développement, que sais-je, pour à la fois sécuriser, renforcer la relation de confiance, de partenariat avec les pouvoirs publics, et puis quelque part aussi offrir une protection un peu contre le risque politique ou juridique pour les investisseurs privés. Alors, ça peut se faire au travers de co-investissements, ça peut se faire par des garanties, par d'autres outils financiers, mais dans la réalité, quand on regarde les flux d'investissement privés, la très grande majorité correspondent à des projets qui sont en fait des cofinancements publics et privés. L'equity, le capital est en général apporté quasi exclusivement par le privé, mais la dette, elle, recouvre une répartition entre public et privé. Voilà, quelques notations un peu sur les attentes ou les besoins des investisseurs privés, qu'ils soient institutionnels ou fonds spécialisés. Peut-être une toute dernière réflexion sur cette notion de risque. On l'a dit et redit, c'est une notion essentielle au partenariat public-privé.
Pour bon nombre de nos investisseurs institutionnels, le critère numéro 1, ça ne va pas être la maximisation du rendement financier. Ce sont encore une fois des investisseurs qui s'inscrivent dans la longue durée, du 20-30 ans. Ils ont besoin de matcher leurs engagements au passif, la nécessité de fournir une pension de retraite dans 20, 30 ou 40 ans à leurs contributeurs. Par contre, ils ne veulent pas se retrouver dans une situation où, dans 20 ans ou 30 ans, ils se retourneraient vers leurs retraités en disant bah, « écoutez, désolé, on a investi dans un projet d'infrastructure un peu trop risqué, on ne peut pas vous servir votre pension de retraite ». Ça, c'est vraiment je dirais, le scénario film d'horreur qu'ils ne veulent pas connaître. Donc, il faut dérisquer et il faut arriver à des projets d'infrastructure qui soient en dessous de ce plafond de risque maximal que peuvent prendre les investisseurs institutionnels. Ça peut passer par du dérisking public, ça peut passer par le fait qu'ils commencent à investir dans des projets déjà existants, ce qu'on appelle du brownfield. Alors, dirais, ça n'arrange pas ou ça ne permet pas de réaliser des nouveaux investissements, si, dans une certaine façon, dans la mesure où ils vont se substituer à d'autres investisseurs qui, eux, sont prêts à prendre un niveau de risque plus élevé. Donc en créant de la liquidité, en créant un marché secondaire, on va à la fois pouvoir attirer une nouvelle classe d'investisseurs institutionnels et puis en même temps libérer l'argent des sponsors initiaux qui vont pouvoir le réinvestir dans de nouveaux projets. Mais cette notion du risque, elle est absolument fondamentale pour nos investisseurs et si on ne la gère pas correctement, on n'arrivera pas à mettre à l'échelle, à obtenir le bond en avant qui est nécessaire pour tenir les engagements de développement à l'échelle nationale ou multilatérale. Merci François. Ziad, reflecting on what François was saying, there was a lot of talk about trust, about de-risking, and this was already touched upon by you earlier when you were telling us about the 5 major challenges of PPPs or of the PPP's implementation. And maybe the first one you started with was political will. So do you want to elaborate on this or reflect on other thoughts that emerged from the panel? Boy, no, I would not like to talk about politics anymore. Unless people are interested, but I doubt it. Let me talk instead about something else. I think several of you here might be working for PPP units or engaged in one way or another in attracting investments. You're looking for investors. So let me share with you something that I have lived, because at the World Association of PPP Units, we see a lot of PPP presentations. Please do not start your presentation by saying, this is the country I'm from, this is the geography, and these are some pictures of what we have. And please don't talk about Article 64 of the PPP law and Article 22 of the Constitution, and don't talk about these things, okay? Start the way that the PPP unit of Kenya, I don't know if anybody is here from Kenya, but they do a very good job, because they start their presentation, first slide, GDP of Kenya, income per capita, disposable income, financing needs, they talk about the local capital markets, they talk about, so start talking, learn to speak the language of investors. This is very important. The investor wants to know very early on, is there an opportunity? Then they are willing to listen to the law that you have, and they're willing to listen to if you are from the PPP unit or from the Caisse de Dépôt or from the investment promotion agency, or, and certainly don't tell them we have casinos in the country, and don't tell them. They're looking for concrete issues. Let's see, something else that I would say is that always think, what are investors interested in? I mean, put yourself in their shoe.
If you're looking at an institutional investor, you're a company. You are a company that invests in projects. And you're happy to have 1 or 2 people on your staff that do business development. So 1 or 2 people are not going to look at 40 African countries. They're going to look at 1 or 2. So your country may not be part of it. And therefore, how do you get that one guy at that company to talk to you and pay attention to you? And how do you contact them? So these are issues that you have to deal with because you're competing against many other countries. Your emerging markets, there's 120 emerging markets, and your country is only one of them. And that company only has 2 people. The same thing applies to financial investors as well. So these are the 2 thoughts I wanted to leave you with. Thank you, Ziad. So I'm looking to the master of the clock, Anis. I don't know how we are doing on that, and if we can maybe take further reactions from the panel, or if we will be opening. Yeah, Mike wanted to add a few things. Thank you very much. Merci beaucoup. Je pense que François nous a vraiment provoqué, en plus de ce que Ziad a déjà fait ce matin. Donc ça fait beaucoup de coups pour nous, les DFI qui sommes là. Je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il y a un gap de connaissances, ou d'éducation, si on peut dire, entre ceux qui ont l'argent, donc le groupe de François en l'occurrence, et ceux qui ont le projet, vous qui sommes dans la salle. Alors, je pense qu'il y a ce gap-là sur lequel on doit travailler. Il faut améliorer la connaissance des uns et des autres. Et donc, raison pour laquelle nous, à la Banque africaine de développement, on est en train de vouloir mettre en place ce qu'on appelle un consortium, ou bien un forum dans lequel on va discuter de ces genres de choses-là. Déjà, vous êtes au courant de l'African Investment Forum, qui est créé par la banque, qui sert déjà à réduire ce gap de connaissances entre nous deux. Vous l'avez évoqué, 1 à 2% de assets under management, des actifs sous gestion, est consacré aux infrastructures. Ce n'est pas parce qu'il manque d'opportunités, ou ce n'est pas parce que les opportunités ne sont pas rentables. En Afrique, c'est le continent qui a le plus de rentabilité, risk adjusted return on investment, le plus élevé. C'est en Afrique, on est à peu près à 12-13% ou plus. C'est également le continent, le deuxième continent, je veux dire, où, ça c'est pas moi qui le dis, c'est Google Analytics qui a fait une étude sur les défauts comment ça s'appelle, default risk, le risque de défaut sur les investissements. L'Afrique est le deuxième continent le plus sûr en matière d'investissement à long terme sur les infrastructures. Donc, le marché, il est là, la sécurité, elle est là, et la rentabilité, elle est là. Mais pourquoi on n'arrive pas à tirer les capitaux que j'ai, François? Pourquoi? Voilà toute la question. Pourquoi? Et donc, pour nous, même en Afrique, on est même allé plus loin. Il y a la législation qui est en cours. L'Union africaine a porté une initiative de 5%, 5% agenda, qui est de dire aux détenteurs de capitaux longs, comme les compagnies d'assurance, les fonds de pension, mettez au moins 5% dans les infrastructures, dans vos pays. C'est rentable, c'est sécurisé, et voilà. Donc, on peine toujours à absorber ce gap qu'on a entre les pays et les fonds de pension, surtout les capitaux longs, patients, dont on a besoin. Raison pour laquelle les banques de développement comme nous, IFC, la Banque mondiale et tout le monde, on se met dans ce créneau-là parce que c'est ce qu'on appelle le market failure. Il y a le market failure, donc on répond à market failure, qui est de dire que l'absence de capitaux longs sur le marché pour financer les infrastructures au niveau local, donc interpelle les institutions comme les nôtres pour pouvoir intervenir. Deuxième, c'est government failure. L'absence du rôle que le gouvernement peut jouer pour impulser le développement, ça veut dire la préparation de projets et tout, interpelle également les banques de développement comme les nôtres. Donc on joue là un rôle essentiel. Je pense que Ziad a essayé de nous titiller un peu aujourd'hui, mais on joue ce rôle et je pense que c'est vraiment le rôle qu'on souhaiterait jouer. Et en plus de cela, on a également ce qu'on appelle, voilà, vous l'avez évoqué, le green and brown asset.
tout ce qui est brown asset, c'est déjà dérisqué. Donc, c'est là où les capitaux longs, les fonds de pension que vous avez évoqués, peuvent déjà intervenir. Parce qu'on a déjà dérisqué, les banques comme les nôtres, on n'a jamais mis la garantie qu'il faut, on a investi, l'État a investi. Donc, c'est déjà un marché d'investissement pour les capitaux à long terme et on souhaiterait travailler avec vous au bénéfice des pays. Le deuxième, les fonds, les projets verts, ça veut dire les projets tout nouveaux et tout ça, effectivement, ça peut vous poser un risque parce que vous êtes dans le long terme et tout, et il va falloir que quelqu'un dérisque ce projet. Donc, le rôle de dérisking que nous on joue est très capital. J'ai mes collègues ici dans la salle, notamment le African Legal Support Facility, qui est là, qui est une facilité également mise en place par la banque pour effectivement venir en secours et dérisquer ce genre de projet. Donc je pense que là, il faut qu'on résolve rapidement ce gap de connaissances qu'on a entre nous et c'est le rôle que nous, on peut jouer au sein de la Banque africaine de développement. Merci. Merci Mike. Donc effectivement, la communication est clé, comme dans dans la salle. Alors effectivement, merci cher Slim, donc, et merci à tous les panélistes d'être aussi intéressants dans les interventions. Bon, j'avais oublié le temps en essayant de les écouter, hein, tellement c'était enrichissant. Hein, donc voilà, c'est grâce à vous que vous m'avez rappelé qu'on devrait terminer donc, ce panel-là. Mais c'était vraiment très très intéressant et je vous félicite et je félicite tous les panélistes pour cette haute voltige de réflexion. Alors effectivement, on va ouvrir le bal avec des questions, avec une session de questions-réponses, aussi bien parmi les présents ici dans la salle que parmi ceux qui sont en train de nous regarder dans le live streaming que nous avons organisé. Alors, je vais donner la parole à la salle pour poser des questions. Soyez brefs et concis. Si vous avez des remarques à faire par rapport à des questions qui ont été soulevées ou si vous avez des interrogations, mais j'insiste sur le fait d'être bref et concis pour donner plus de parole donc, à la salle. Et je voudrais interagir également avec la régie qui va me donner les questions qui ont été posées au niveau de la plateforme digitale. Donc, nos partenaires de l'agence, est-ce que c'est possible de le faire? Mesdemoiselles les hôtesses, voilà, donc pour faire circuler le baladeur. Alors, première question. Alors, monsieur qui est là, j'attire votre attention que les hôtesses sont en train de tourner pour vous donner les tickets de restaurant. Donc, prenez-les, s'il vous plaît, pour accéder au resto. Alors, monsieur, je commencerai avec monsieur qui est là. مرحبا بك لو كتقدم لنا نفسك اهلا وسهلا. شكرا جزيلا، شكرا للجميع الخبراء. أنا اسمي أبو ذر الفرجاني شامبو، مدير العمليات من بي ليبيا. أهلا وسهلا، مرحبا بك. أنا سعيد جدا بحضوري مع جملة من الخبراء العالميين في مجال الشراكة، وعملية الشراكة في دولة ليبيا تجربة وليدة جديدة ونحتاج إلى دعم من المؤسسات الدولية والخبراء، ولدينا مشكلة أساسية في دولة ليبيا. وأنا سؤالي للخبير مستر زياد حايك، بارك الله فيك، لو سمحت، لماذا المستثمرين يطلبون الضمانات السيادية على قائمة أولوياتها؟ وهل هناك في المستقبل، أنت وذكرت آلفا نيكست ستيب البي، هل هناك من الإمكانية إلغاء طلب الضمانات السيادية؟ مشكورا. ناخذ سؤال ثاني. Je vais prendre une deuxième question. Monsieur Hayek, vous avez enregistré, je suppose, la question. Ostedna, tfaddal. Merci. Je me présente. C'est Monsieur Ben Zaïd Fouzi, directeur des énergies renouvelables du ministère des énergies renouvelables en Algérie. J'ai deux questions. Merci beaucoup. Tout d'abord, merci pour la qualité de ce panel. Bravo et merci beaucoup. J'ai deux petites questions, plutôt des interrogations. Tout d'abord, ma première question est pour Madame Nedjla Gharbi. Concernant la participation dans les SPV de la caisse de dépôt, je voudrais savoir, c'est-à-dire à quelle hauteur et surtout à quelle fin. Est-ce que c'est une garantie à soi-même et envers qui? Envers l'investisseur ou bien carrément pour tout le projet? Et ma deuxième question, c'est pour Madame Adel Paris de la SFI.
Concernant, vous avez parlé des projets c'est vrai, les projets de changement climatique. Je ne sais pas généralement s'ils sont économiquement viables, pas tous, mais comment pourrait-on attirer surtout le P du privé dans le PPP? Je vous remercie. Merci. Alors, je commencerai avec M. Hayek sur la première question. Je reviendrai vers vous. Donc, on va répondre à ces deux questions-là très brièvement. Ensuite, je donnerai la parole encore une fois à la salle. M. Hayek, ensuite Mme Nejia Ragbi, ensuite Mme Paris. شكرا جزيلا على السؤال. الضمانات السيادية هي في الحقيقة ضرورية في بداية الطريق. يعني عندما تبدأ دولة ما بعرض برنامجها في الشراكة بين القطاعين العام والخاص وليس لديها خبرة أو ليس لديها مشاريع تستطيع أن تقول للمستثمرين أنها نجحت بها وأن عليهم أن يثقوا قدرة السوق على تحمل هذا المشروع أو ذاك، فتكون الضمانات السيادية ضرورية في بداية الطريق، ولكن هي ليست مستحبة. وبالحقيقة لماذا تقديم أي ضمانة سيادية في حين يمكن للدولة أن تستقرض هي بنفسها وبدون أن تدخل في أي مقايضات أو أي كل ما يتطلب المشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من عقود ومفاوضات وغيرها. فبعد المرحلة البدائية يجدر بالحكومات أن تفكر بكيفية تقليص الضمانات السيادية التي تعطيها، وتصبح الضمانات السيادية بدل أن تكون على المشروع ككل تصبح على أجزاء من المشروع. وبعد سنة أو سنتين أو ثلاث أو بعد مشروعين أو ثلاثة مشاريع أو أكثر يمكن للحكومة ساعتها أن تقول أنا لست بوضع أن أقدم أي ضمانات سيادية من الآن فصاعدا. فالحقيقة الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي أساسية أو لا معنى للشراكة بين القطاعين العام والخاص في حال الدولة ستقدم الضمانة السيادية. يعني بلاها أحسن، بلا الشراكة أحسن. فهذا ردي. الأستاذ من مصر يحب يضيف على الكلام اللي قاله الأستاذ donc Zied. Alors monsieur de l'Égypte qui représente l'Égypte donc va ajouter quelque chose par rapport à ce que vient de confirmer monsieur Zied également. صباح الخير. أنا هأضيف على ما ذكره السيد زياد وهو صحيح تماما. احنا خدنا التجربة دي على مدى 17 سنة في مصر، بس أنا عايز أضيف على شيء إن احنا ما زلنا حتى هذه اللحظة بعد 17 سنة ومرور مصر بثورات وعدم استقرار اقتصادي وسياسي وما إلى ذلك وتعويم، يعني ده عدينا في كل المشاكل اللي ممكن تتم لأي دولة على مدى 50 سنة عملناها في 10 سنين الحمد لله. فالضمانات السيادية في بعض المشروعات المشاركة حتى هذه اللحظة، وبتكلم على مصر وعلى بعض الدول الشبيهة، وأعتقد تونس هتكون وليبيا ممكن تبقى في وضعها زي وضعنا. المشروعات اللي الدولة is the major off taker والجهة التعاقدية وجهة التعاقد ليس لديها الملاءة المالية، الضمانة السيادية من الخزانة العامة للدولة is a must essential. otherwise في حلين، يا إما المستثمر هيمشي مش هيجي لأن ده بالنسبة له ريسك عالي، يا إما هيشتري الضمانة من ميجا أو من أي جهة من الجهات الأخرى وهي أيضا تكلفة إضافية على العقد. احنا دلوقتي في بعض المشروعات ما بنعملهاش ضمانة سيادية زي اليوزر باي بروجكت زي المواني والمدارس وما الى ذلك، دي ما بنعملهاش ضمانه سياديه، بنعمل مطرحها حاجه اسمها ستيب ان اجريمنت. لكن الضمانه السياديه والدايركت اجريمنت لغايه دلوقتي في
في الكهرباء والمية والتحلية وكل المشروعات اللي الحكومة ميجر اوف تيكر، ولا سيما ان الجهات المتعاقدة بتدي الخدمة دي للجمهور بدعم، فدايما هذه الجهات عندها عجز، وبالتالي الضمانة السيادية أصبحت مصط علشان المستثمر والبنوك يضمنوا ان الفلو اوف كاش جاي من البيمنت، بالذات للضمانات الحكومة فيها اوف تيكر واللي فيها دعم عالي، وما زال الدعم عالي عندنا في مصر. شكرا. Shukran. Par rapport à la question donc, sur la participation des caisses de dépôt dans les projets d'infrastructure ou les projets en PPP, je dirais que tout d'abord, on a on va dire une réglementation qui régit toutes les caisses. Pour la caisse des dépôts tunisienne, nous avons un arrêté prudentiel qui fait que notre participation, elle doit toujours être minoritaire. Donc, on ne dépasse pas les 20% dans les projets, de manière générale. Autre chose, la présence des caisses, là peut-être je vais aussi répondre sur la partie des garanties souveraines. En fait, les caisses de dépôt sont c'est des institutions publiques, mais c'est des institutions de long terme et qui sont là pour rassurer la partie privée lorsqu'ils sont dans le projet ou lorsqu'ils sont partie prenante. Notre rôle, c'est d'investir dans la partie en capital, mais la viabilité du projet et les risques liés au projet, nous-mêmes, on les étudie avec la partie privée pour essayer de faire du contrat, donc instaurer ça, tout d'abord on va dire la condition de réussite d'un projet PPP, c'est la confiance. Donc il faut qu'il y ait une relation de confiance entre la partie publique et la partie privée dans l'échange de données et surtout dans les discussions des différentes clauses du contrat. Donc il faut prévoir tous les risques et aussi faire un partage de risques entre toutes les parties de manière à ce que chacun s'attend sur les risques liés au projet. Les garanties souveraines, c'est surtout pour garantir un peu les recettes ou les ressources qui seront par la suite collectées par la SPV, mais une présence des DFIs ou une présence des investisseurs institutionnels, c'est aussi une garantie pour la durabilité et pour la viabilité du projet. Madame Paris, le micro s'il vous plaît. Merci. Oui. Je pense d'ailleurs qu'une partie de la question a peut-être déjà été adressée par les réponses des différents intervenants. Hein. Mais simplement, moi, je pense que dans le cadre, effectivement, des projets à fort impact climatique, je pense que la priorité vraiment pour vous devrait être de mettre l'accent pour créer les conditions pour pouvoir attirer le plus possible des fonds climat et des fonds concessionnels qui sont disponibles. Je vois, je sais, c'est difficile, mais c'est un des éléments de réponse, parce que votre question, malheureusement, je sais très bien, je crois que je n'ai pas la réponse. Si je l'avais, je crois qu'on n'en serait pas là. Mais je pense qu'il y a plusieurs paramètres à étudier. Je pense qu'un paramètre essentiel, parce que je le redis parce que je pense que c'est quand même important, créer les conditions pour attirer les fonds climat. Le problème, c'est que les fonds, à nouveau, sont disponibles. Mais est-ce qu'ils sont déboursés dans la mesure où on le souhaiterait, vers les projets où on le souhaiterait? On l'a dit aussi, hein, tous les projets sont en compétition aujourd'hui, tous les pays sont en compétition. Il y a vraiment beaucoup de travail à faire sur ce niveau-là. On a parlé de tous les mécanismes de dérisking, etc., pour essayer le plus possible de faire baisser les coûts de financement. On fait, bon, alors pas nécessairement spécifiquement sur ce type de projet, mais moi j'ai l'habitude de travailler sur des grands projets d'infrastructure. On parle beaucoup de volonté publique. Alors souvent on nous présente des projets qui sont presque parfois surdimensionnés. Alors ce mot n'est pas à mal interpréter, mais il faut aussi savoir développer les projets qu'on a les moyens de développer dans le temps où on est aujourd'hui en fonction de la situation économique actuelle. Donc il faut savoir aussi phaser les projets et ce type de mécanisme. C'est certes
des éléments de réponse que j'aurais voulu Alors, partager. merci Madame Paris. On va encore prendre une autre salve de questions. Alors, monsieur qui a demandé la parole tout à l'heure, bienvenue parmi nous. Veuillez vous présenter, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je suis Ali Farouk, ancien ministre des Travaux publics et des Transports d'Algérie. D'abord, je vous remercie pour ces présentations et remercie la Tunisie pour nous avoir donné l'opportunité de nous exprimer. J'ai une remarque et une question. La première question, c'est que le pilier de tout montage PPP, c'est le risque. Et tout le monde en a parlé ici dans cette salle. Et le risque, souvent, est adossé aux agences de notation mondiale. Ou disent Standard & Poor's, etc. Fitch Ratings. Etc. Et souvent, ces notations sont quelque part politiques. Dans certains cas, ce n'est pas seulement le risque économique d'un pays qui est pris en considération, mais c'est le risque politique parce qu'on ne s'entend pas avec tel pays. Alors l'agence augmente les risques. Et je pense que ça implique une certaine façon de ne pas obtenir les financements nécessaires. La deuxième, c'est une remarque, ça c'est une question. Pourquoi et comment tenir compte des rôles de ces agences de notation? Et la deuxième chose, c'est une remarque et une observation que nous avons faite chez nous. On a eu un projet, tout le monde en a entendu parler peut-être, l'autoroute Est-Ouest en Algérie qui va de la frontière marocaine jusqu'à la frontière tunisienne. Ce projet était économiquement rentable. Le taux de rentabilité de ce projet était de l'ordre de 19%. Vous imaginez, retour sur investissement, 5 ans. Financièrement, il était moins. Et là, la question se pose, si on n'avait pas réalisé cette autoroute, aujourd'hui, l'économie nationale aurait payé beaucoup plus que si elle avait obtenu de financement et remboursé ces financements. C'est-à-dire qu'il y aurait eu des dépenses masquées que l'État est obligé de payer, quelles que soient les possibilités financières du pays. Alors, je pense il faut tenir compte de la formation et il faut convaincre les hommes politiques et il faut les former sur ce problème. D'accord, je remercie. Alors, je vais prendre une autre question. Alors, monsieur qui est là, oui, et puis monsieur qui est au milieu. Oui, s'il vous plaît, monsieur qui est là. Oui. Vous avez le micro, ok, allez-y. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Mohamed El Habib Touré, directeur des investissements à l'Agence de promotion des investissements de Mauritanie. Donc, ma question Bienvenue parmi nous. Merci. Ma question va à M. François Bergère. Nous, en Mauritanie, nous avons un portefeuille de projets PPP, donc des projets de dessalement d'eau, d'usines de sucre, etc. Donc je voulais savoir comment on peut profiter, ou quelle est la procédure en tout cas, pour profiter de cette banne financière-là qui est oisive. Est-ce que c'est l'opérateur qui identifie le projet et vient vous solliciter, ou est-ce que c'est nous, en tant que gouvernement, qui venons présenter les projets PPP pour un peu attirer votre intérêt? Merci à vous. Alors, monsieur qui est là, oui. Merci. Je voudrais d'abord dire toute mon appréciation par rapport à la pertinence des propos des panélistes. Dire aussi, dans un premier temps, une remarque. Vous présentez, s'il vous plaît, pour qu'on fasse connaissance avec vous. Oui, Diagana Mohamed Youssouf, directeur général de la Caisse des dépôts et de développement de Mauritanie. Ravi, bienvenue parmi nous. Merci. D'abord, une première remarque. J'ai noté pour l'essentiel qu'on constate que la volonté politique manquerait au niveau des États. Pour remarquer que dans la plupart des pays, donc, que ce soit au plan légal et réglementaire, il y a énormément de dispositions qui ont été prises pour que le partenariat public-privé soit mis en œuvre de manière adéquate. Donc je pense qu'il faudrait
parler plus de problèmes de sensibilisation, de communication, de formation, que d'un vrai problème de volonté politique qui, à mon avis, est là. Les partenaires publics-privés sont des mécanismes qui sont relativement nouveaux dans nos pays. Bon, qu'il y ait des difficultés, cela s'entend, mais le fait de le lier à des questions de nature, volonté politique, à mon avis, c'est un peu à revisiter. La deuxième chose sur laquelle je voudrais intervenir, c'est la perception et l'approche des risques. Donc, beaucoup l'ont dit avant moi, les partenariats publics-privés, c'est des mécanismes qui sont très compliqués dans leur montage. Donc, est-ce qu'il y aurait au plan mondial des approches qui permettraient d'approcher au mieux les risques dans ces opérations-là? Donc, c'est vraiment la clé de voûte, à mon avis, pour aller de l'avant dans ce genre d'exercice. Troisième question, c'est par rapport au cadre budgétaire des PPP. Donc, quand bien même c'est des investissements qu'on demanderait à des investisseurs étrangers, il n'en demeure pas moins que cela impacte de manière considérable sur les finances publiques. Donc, parler de PPP sans parler de cadre budgétaire dans le contexte de nos États, quelque chose manquerait. Donc, je souhaiterais aussi que cet aspect soit pris en considération. Quatrièmement, je voudrais me féliciter en tout cas de l'implication de la CDC de Tunisie dans cette organisation. C'est quelque part une reconnaissance du rôle d'investisseur d'intérêt général attaché aux caisses. Je tenais à le souligner. Au même titre que la BAD et l'instance générale de partenariat public-privé, bien entendu. C'est ce que vous voulez dire aussi. Voilà. Alors, on va donner la parole à la salle. Il y a monsieur derrière, voilà, et monsieur qui est là. Alors, réponse très brièvement, monsieur Berger. Sur la notation souveraine également. Alors, je ne sais pas qui... Voilà, monsieur Berger également. Sur le cas de la Mauritanie, alors, monsieur Berger, je pense que vous avez une batterie de réponses à donner. Hein. Je vais essayer d'être bref. Merci. Sur la notation souveraine, c'est vrai, il y a une partie qui n'est pas quantifiable ou objectivable dans les décisions de notation par les agences de rating. C'est ce qui fait d'ailleurs, elles ne le cachent pas, c'est ce qui fait leur spécificité ou leur valeur ajoutée. Ça n'est pas simplement, je dirais, un algorithme qui va prendre en compte un certain nombre d'indicateurs quantitatifs et va en déduire la note attribuée au pays. On vient de vivre un épisode en France où on avait peur de perdre notre note AA. Le gouvernement français a fait un grand exercice de charme auprès de, je crois que c'était Standard & Poor's, pour éviter de la perdre en faisant valoir des arguments qualitatifs, politiques, sociaux, etc. Ça fait partie de l'exercice, je dirais. Encore une fois, on n'est pas dans quelque chose, une procédure un peu automatique ou algorithmique qui permettrait de déduire la notation. Par contre, là où il y a des progrès à faire, à mon sens, c'est dans deux domaines. D'abord, on pourrait commencer par mieux disséminer la réalité des taux de défaut sur les financements de projets en PPP. Il y a des bases de données qui existent. Je pense notamment à une base qui s'appelle GEM, Global Emerging Markets, qui a été développée par la BEI, qui aujourd'hui est un peu réservée à l'usage des banques multilatérales de développement et qui apprécie les risques de défaut sur la dette de ces projets. Pourquoi ne pas l'ouvrir aux investisseurs ou aux financeurs privés qui pourraient à ce moment-là avoir accès à la réalité des taux de défaut constatés. C'est d'ailleurs, je crois, une des propositions qui sera faite la semaine prochaine au sommet sur le nouveau pacte financier mondial qu'organise le président Macron à Paris. Et c'est vraiment là, ce qu'on appelle le low-hanging fruit. Là. Donc ces données, elles existent. L'autre domaine, c'est inciter les agences de notation à aller au-delà de l'appréciation du risque pays et à s'intéresser plus au risque projet. Je m'explique. Aujourd'hui, on a tendance à considérer que le risque pays, c'est un plafond. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire mieux que le risque souverain du pays, même si le projet est très bien structuré. Un projet qui coche toutes les cases, il ne sera pas mieux noté que le risque du pays pour beaucoup d'agences de notation. Or, il n'y a pas de raison logique
rationnel à cette approche. Et d'ailleurs, l'expérience de nos amis turcs montre qu'on peut percer ce plafond. Je pense à un dossier comme l'hôpital d'Elazig, qui a été mieux noté, sensiblement mieux, que la notation souveraine de la Turquie. Mais il faut généraliser et encourager ce genre d'approche pour qu'on s'intéresse plus au mérite propre du projet et un peu moins aux considérations macroéconomiques ou macrofinancières du pays. Sur la question posée par notre interlocuteur mauritanien sur comment attirer les investisseurs sur un programme, si je comprends bien, d'usine de dessalement, moi j'aurais tendance à dire essayez d'associer autant que possible les sponsors ou les sponsors pressentis à l'exercice. La Mauritanie a, je crois, déjà engagé une campagne de sensibilisation et de roadshow pour vanter les mérites de l'investissement en Mauritanie. J'ai moi-même d'ailleurs participé à une de vos présentations à Paris l'an dernier sur ce thème. Je crois que c'est important de pouvoir y associer le plus tôt possible les sponsors pressentis ou envisagés pour mieux structurer, aider en tout cas à structurer. La décision finale demeure de toute façon du côté du secteur public, c'est votre décision souveraine. Mais vous aider à mieux comprendre les enjeux qui rendent le projet effectivement bancable ou investissable. Je l'illustrerai avec un cas de figure que vous connaissez sûrement. Il s'agit d'un de nos investisseurs, un fonds spécialisé qui s'appelle Meridiam, qui a créé un fonds dédié sur l'Afrique, qui aujourd'hui compte une quinzaine de projets à travers toute l'Afrique. Ces projets, ils ne sont pas arrivés là par hasard ou tout cuits, si je puis dire, déjà tout prêts à souscrire ou à investir. Il y a eu toute une phase amont dans laquelle Meridiam a été associé aux pouvoirs publics locaux, aux fonds d'investissement stratégiques locaux, aux investisseurs publics de long terme locaux pour améliorer, ajuster le profil, la structuration du projet de façon à le rendre effectivement viable, investissable et bancable. Et le plus tôt vous le faites, le plus tôt vous les associez, en sachant que vous conservez la décision finale, le mieux c'est en termes d'efficacité. Monsieur Bergère, sur la question aussi du cadre budgétaire, je pense que c'est très important oui, également. Alors, le cadre budgétaire, effectivement, c'est une question clé, et notamment pour tous les PPP, infrastructures sociales, qui, en règle générale, dépendent d'un paiement public et non pas d'une facturation à l'usager final. Et donc ce paiement public, il va par définition peser sur les finances publiques. On touche là d'ailleurs à une définition, une différenciation qui n'est pas toujours très claire dans l'esprit des décideurs publics entre qui finance et qui paye. En anglais, c'est plus facile, on distingue le financing du funding. En français, quand on parle de financement, en général, le français est censé être une langue précise, mais au cas d'espèce, le financement, c'est pas toujours très clair. Est-ce que c'est seulement celui qui apporte le cash au début pour payer l'investissement, ou est-ce que c'est celui qui va payer le projet dans la durée ? Donc les deux choses sont différentes. En infrastructure sociale, le paiement, le funding, il repose bien effectivement sur la personne publique et c'est susceptible d'avoir des conséquences de long terme et cumulatives sur le bilan public, la dette publique, les finances publiques. Alors là-dessus, je ne vais pas mal m'étendre trop longtemps, mais il y a des outils qui existent pour mieux prendre en compte cette dette cachée, puisque finalement, ça revient un peu à ça. C'est des engagements de long terme qui devront effectivement, sauf très mauvaise performance du projet, être payés par le co-contractant public. J'en citerai un simplement qui s'appelle PIFRAM, c'est le PPP Fiscal Risk Assessment Model, qui a été développé par la Banque mondiale. J'ai participé à son développement quand j'étais en charge du PIAF à Washington et qui, je crois, offre un guide pratique assez clair et efficace pour mieux identifier, prendre en compte, intégrer finalement ces engagements budgétaires multi-annuels dans la trajectoire prévisionnelle des finances publiques et éviter des situations comme celles qu'ont pu connaître le Portugal il y a quelques années, celle peut-être dans laquelle se retrouvent des pays comme la Turquie, où on a accumulé beaucoup d'engagements de PPP au risque peut-être de mettre en cause la trajectoire des finances publiques. Madame Ragbi voudrait renchérir peut-être. Juste un mot par rapport à cette question budgétaire. En fait, dans le cadre donc, des PPP en Tunisie, on a prévu dans le cadre des études, donc il y a les études de faisabilité, mais après donc, il y a l'étude de soutenabilité financière qui est approuvée par le ministère des Finances et qui rassure par rapport donc, aux ressources budgétaires qui seront par la suite déployées pour le projet. Alors, deux dernières questions.
une à l'actif de monsieur, l'autre au fond de la salle. Mais messieurs les panélistes, messieurs, dames, essayez d'être brefs, s'il vous plaît, parce que là, nous avons pris un peu de retard. Et donc, soyez brefs, les questions comme les réponses d'ailleurs. Monsieur ? Merci de m'avoir donné la parole. Je suis Mamoudou Alassane Kamara, directeur général des infrastructures routières et du désenclavement du Sénégal. Bienvenue parmi nous. Je voudrais rassurer tout le monde que les investisseurs peuvent venir au Sénégal parce que c'est un pays stable et calme. Même si les derniers jours ont donné un autre visage au Sénégal, je voudrais quand même vous rassurer. Ben, le fait de rassurer... Je poursuis, mais en m'appuyant surtout sur les éléments, le postulat qui a été posé par M. Mike Salové, qui a bien posé le problème, surtout pour l'Afrique. Nous sommes dans un continent où il y a de la rentabilité. Nous sommes dans un continent où il y a des besoins de financement, surtout dans le domaine des infrastructures. Et nous sommes dans un continent où on a vu effectivement que c'est sûr d'investir. Le problème est posé. Mais ma question est pourquoi, malgré tout, en tout cas ces éléments positifs pour l'Afrique, que nous avons des difficultés à capter les financements. Ça, c'est une question qui a été posée lors du sommet pour le financement des infrastructures en Afrique en février dernier à Dakar. Un sommet où on a vu la participation de toutes les régions de l'Afrique, l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est et les autres régions de l'Afrique. Mais nous restons toujours, en tout cas, sur ces questions de la façon dont on doit se procéder pour capter les financements. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et je voudrais vraiment avoir la réponse des panélistes sur cette question-là. Voilà, monsieur Mike vous répondra. Alors, dernière question, monsieur qui est au fond de la salle. Merci. Je me présente, Bahri Nasser, Société de météorologie de Sfax. Merci à tous les intervenants. Ma question, j'ai une question et une remarque. En fait. Ma question, c'est, on présente toujours le PPP comme étant un mode de financement de réalisation permettant d'optimiser le projet. Et c'est une réalité en fait. Mais paradoxalement, on associe le PPP à des risques partagés ou des risques maîtrisés. Mais paradoxalement, les risques, ils sont plus forts chez les pays moins développés, qui ont besoin de plus de la technique PPP pour promouvoir la croissance dans ces pays. Donc, comment doser cette équation entre l'optimisation et la rentabilité et la notion de risque? Faut-il peut-être se limiter aux risques liés au projet et non aux risques liés au contexte macroéconomique d'un pays? Ma remarque, l'exemple tunisien, et c'est une remarque d'un fonctionnaire qui a travaillé durant une vingtaine d'années avec des modes de passation de marché classiques. Nous sommes en face d'une nouvelle procédure, d'une nouvelle démarche et d'une nouvelle culture. Facilement, on peut s'approprier à la technique, à la procédure, etc. Mais je pense que le premier objectif pour réussir cet partenariat privé-public, c'est de renforcer la capacité du public en termes de gouvernance de projet. C'est-à-dire, le public, il doit rester à vocation sociale, en termes d'intervention, en termes d'objectifs, en termes de priorités, mais on doit privatiser le public en termes de gouvernance de projet pour qu'on puisse aller sur la même vitesse. Merci. Merci à vous. Alors, monsieur Salaou, sur la question de monsieur du Sénégal. Ensuite, peut-être par rapport à la gouvernance. Donc, madame Negia, voilà, voudrait intervenir. Alors, le micro, s'il vous plaît, oui. Merci beaucoup, chers collègues du Sénégal. Je pense que la problématique, effectivement, c'est ça. On est tous à la recherche de la solution, mais on peut déjà donner quelques éléments de réflexion. Je pense d'abord qu'il y a la régulation. On a dit tout à l'heure les actifs sous gestion, il y en a beaucoup dans tous nos pays.
les fonds de pension, donc les capitaux longs dont on a besoin pour financer les infrastructures. Il faut d'abord réguler. L'État doit réguler. Il y a un exemple que j'aime bien citer, c'est la Côte d'Ivoire. C'était à l'époque de l'ancien ministre Thiam de la Côte d'Ivoire, quand on faisait le pont HKB, le pont 3, il était en charge. Il a dit, écoutez, moi j'ai un gap de financement pour financer mon pont, qui est un pont en PPP, d'ailleurs on aura l'occasion d'en parler. Et donc il se dit, bon, il a tourné à gauche, à droite, il s'est dit, bon voilà, mais pourquoi je vais chercher loin alors que chez moi il y a le fonds de pension. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste appelé le chef le DG du fonds de pension de l'armée, pour dire, écoutez, voilà un pont qu'on veut construire en Côte d'Ivoire. Le pont, c'est des actifs qu'on ne peut pas déplacer comme ça, effectivement. Et donc, c'est déjà sécurisé. Vous êtes l'armée, hein. Si on ne paye pas, venez saisir le pont. Donc, il a invité le DG du fonds de pension à réfléchir sur l'opportunité que présente un projet tel que le pont en PPP. Et donc, finalement, au suite des discussions, le DG du fonds de pension de l'armée a investi dans le pont HKB. Ça, c'est un exemple. Donc, je pense que c'est possible. Donc, il faut d'abord réguler les fonds de pension, les fonds d'assurance qui disposent d'énormes capitaux qu'ils n'utilisent pas pour les investissements dans leur pays et qui ont vraiment une certaine sécurité. Deuxième chose, c'est la co-création. L'État doit prendre le leadership. Qu'on parle de PPP ou pas, le leadership de l'État est très important. On a parlé aujourd'hui de la question de, comment ça s'appelle, la volonté politique, merci. Donc la co-création, moi j'y crois. Parce que si l'État ne donne pas l'impulsion de développement, il n'y en aura pas. Donc l'État sénégalais a déjà commencé à le faire. Il y a, la régulation, elle est bonne au Sénégal, mais il faut juste associer les fonds de pension et autres. Et aussi, l'État a mis en place pas mal de structures pour dérisquer les projets. Donc il faut aussi dérisquer. Ça, c'est le rôle que la banque joue très bien, la SFI, la Banque mondiale et puis les autres. On dérisque les projets. Donc, tant qu'on ne va pas associer les fonds de pension locaux, je ne vois pas comment François peut venir avec ses fonds internationaux. Il faut d'abord commencer chez soi, avoir la bonne régulation, dérisquer, impliquer davantage les acteurs locaux et donc, encore une fois, créer cet espace financier qui est le marché de capitaux locaux pour pouvoir vraiment drainer les ressources qu'il faut et arriver à résorber ce gap de financement. Donc ça, c'est quelques éléments de réponse qu'on peut donner à cette équation qui n'est pas insolvable, qu'on peut résoudre. Mais il faut de la volonté et il faut vraiment que l'État donne la direction là-dessus. Je dois passer à Mme Rarbi pour terminer ce panel sur la question du dosage, finalement, donc du risque. Pour la question de risque et de gouvernance, je dirais que les contrats PPP, c'est des contrats de long terme. On dit toujours que PPP, c'est préparer avant de parler de partenariat public-privé. Et là, lors des études de faisabilité, nous, on essaie d'identifier un peu tous les risques et de gérer par la suite ces risques, mais aussi lors de l'offre qu'on va recevoir, le privé va aussi travailler sur l'identification de ces risques et sur les propositions pour le partage de risques ou pour les mécanismes pour dérisquer certains aspects liés au financement. Par rapport à la gouvernance, on a lancé le fonds PPP qui a été initié par l'instance générale des PPP et auquel la CDC est le premier souscripteur sponsor. L'objectif de ce fonds, c'est surtout de soutenir les parties publiques pour préparer leurs projets, mais aussi pour apporter l'appui technique nécessaire à ces instances, à ces structures publiques, pour pouvoir aborder les projets en PPP, les préparer et bien sûr l'apport en accompagnement, ça peut aller jusqu'à aussi la montée en compétence des équipes qui sont là pour être bien éduqués sur surtout les procédures liées au contrat PPP, mais aussi par la suite à la gestion, parce que c'est eux qui vont gérer avec les parties privées tout au long de la réalisation du projet.
Voilà, on arrive au terme de ce panel-là. Je m'excuse auprès de ceux qui n'ont pas pu donc, poser des questions. Le temps nous rattrape, mais rassurez-vous, lors de la deuxième session, tout à l'heure après le déjeuner, vous aurez la possibilité de poser autant de questions avec les projets réussis qui vous seront présentés. Et là, je pense que ça va être encore plus donc, de discussions. Donc je m'en excuse auprès de ceux qui ont voulu poser des questions, mais qui n'ont pas pu à cause du temps. Alors, je voudrais qu'on remercie, qu'on applaudisse Madame Nejia Gharbi, voilà pour la pertinence de ses propos. Madame Adèle Paris également. François Bergère, merci beaucoup. Monsieur Ziad Hayek aussi, hein, donc pour la pertinence de ses interventions. Monsieur Ayoub, donc Vural Aydin. Sans oublier Monsieur Mike Salaou. Et un grand merci à Cécile Zral, le modérateur, donc qui a modéré avec brio ce panel. Moi-même, donc, je suis inquiet pour donc, mon poste de modérateur dorénavant. Voilà, exactement, il va prendre ma place. Alors, on va prendre une pause déjeuner tout de suite. Donc, j'espère que vous êtes munis tous de vos tickets de restaurant, un déjeuner de réseautage. Et puis, on se retrouve tout de suite après, vers 14h30, on va dire, pour commencer la deuxième session sur les cas de projets réussis. Merci et bon appétit.